Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Depuis vos débuts à l'Écluse, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de Paris. Des vagues d'applaudissements ont salué la carrière d'une dame brune que vous rendez encore plus longue en interprétant des chansons devenues des classiques, celle de Barbara. Bonjour Marie-Paul Bell. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que vous reprenez au Théâtre de Passy pendant 15 jours, du 3 au 15 juin, ce récital de Barbara qui est devenu un classique. Donc on va en profiter pour évoquer ce récital et Barbara, et évoquer votre parcours parallèle à celui de Barbara. C'est le principe des clés d'une vie. Oui, ça me fait plaisir, surtout que dans ce récital, je chanterai aussi des chansons de mon répertoire. Ça sera moitié-moitié. Parfait. Alors là, on va parler de Barbara aujourd'hui, et on va parler d'abord du 29 janvier 1970. C'est, à mon avis, d'après mes renseignements, le soir où vous avez débuté à l'Écluse. Ah, je me souvenais plus du jour exact. Ça me fait plaisir que vous me le rappeliez. Mais je me souviens que c'était en janvier, c'est vrai. Et ce soir-là, on vous propose un piano pour jouer. Oui, oui. Et personne n'avait touché le piano depuis Barbara, donc j'étais très, très intimidée. C'était le piano que Barbara a utilisé pour chanter à l'Écluse. Absolument, oui. Et c'est un piano droit et j'étais un peu gênée parce que d'habitude, je joue avec le piano dans l'autre sens. Et donc, il fallait que je change un peu tous mes automatismes. Mais bon, ça s'était bien passé. C'était presque un sacrilège de jouer sur le piano de Barbara. Oui, j'étais impressionnée, j'étais très émue, oui. Alors, votre découverte de Barbara, Marie-Paul Bell, est liée à cette chanson, un disque que vous avez usé. Quand Pierre rentrera, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Pierre, une chanson peu connue de Barbara. Oui, et qui est très sensuelle, en fait, et très... Et très dans le moment présent. J'aimais beaucoup. J'ai découvert Barbara avec cette chanson. Et vous aviez un disque que vous avez beaucoup écouté jusqu'à l'usure. Ah oui, oui, oui. J'ai écouté Brel et Barbara. Ce sont eux qui m'ont donné le déclic. Et quand je les ai vus sur scène, je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la première télé de Barbara, dans Discorama, en fait, pour passer dans l'émission de Denise Glaser, il fallait avoir un disque. Et elle n'avait pas encore sorti son disque, Barbara chante à l'Écluse. Et pour la première et dernière fois, Denise Glaser a mis une fausse pochette à l'écran pour pouvoir inviter Barbara qu'elle adorait. Ah, c'est génial. Barbara qui s'appelait, je crois, Monique Serre en réalité. Oui. Et qui a connu des soucis avec la guerre parce que elle était juive. Oui, elle a dû se cacher, je crois que c'était à Saint-Marcelin. Et oui, elle a souffert de ça, oui. Oui, en fait, je crois qu'elle a déménagé 27 fois pendant l'occupation. Ah bon, je ne savais pas. Tellement elle avait peur d'être poursuivie. Et l'Étoile jaune était un cauchemar. Ah oui, oui, oui. Ah non, ça, je ne savais pas. 27 fois, oui, ça fait... Ça fait beaucoup. Oui. Alors, son père, je crois, était parti en déportation et il est revenu. Il y a une histoire avec son père, Marie-Paul Bell. Oui, je pense qu'il y a une histoire de viol. Et l'Aigle Noir fait allusion à à cet événement, quoi. Voilà, mais surtout, je crois qu'il est revenu de la guerre, mais il est parti directement en quittant sa famille. Ah, ça, je ne savais pas. Si, et je crois qu'un jour, il est dans un bistrot, on voit Barbara à la télé, et un client dit « c'est ma fille ». Oh là c'est ça là. les véritables histoires. Ah, ça, je ne savais pas du tout. C'est intéressant. Et en fait, l'homme au comptoir essaie de retrouver Barbara. Ouais. Il va la retrouver quelques semaines plus tard. Ouais. Et il va lui dire, je crois que votre père est là. Oh là là. Elle parlait beaucoup de son père. Oui. Je sais pas. Ça, franchement, j'ignore. Mais bon, ce que je savais, c'est que l'Aigle Noir... est une chanson en rapport avec son père. Oui, mais il y a une autre chanson en rapport avec son père, c'est justement quand elle a voulu retrouver ce père, et quand elle est allée à Nantes, justement. Ah, il pleut sur Nantes. Et voilà, et malheureusement, le père était mort depuis quelques jours. Et vous avez repris cette chanson. Il pleut sur Nantes. Donne-moi la main. Le ciel de Nantes. On a saisi, je crois, le sens de cette chanson que beaucoup plus tard, parce qu'elle n'expliquait pas à Barbara ces chansons. Oui, c'est vrai. Oui, elle l'a dit plus tard, c'est vrai. Et il se trouve aussi que cette chanson, ça a été vraiment un des premiers succès de Barbara. Oui, je pense que c'est le premier, en fait. Enfin, je ne connais pas très bien son
parcours, mais il me semble que c'est la première chanson connue. Et je crois qu'elle a commencé, elle a commencé à 6 ans la musique. Elle était très douée pour la musique, Barbara. Ah oui, bah sûrement, oui. 6 ans, c'est bien. Moi, j'ai commencé un peu plus tôt, mais c'est un peu trop tôt. Maman m'avait commencé à me mettre les mains sur le clavier à 3 ans et demi. Alors là, on a... Mais Barbara, je crois qu'elle a appris le solfège, le piano, et je crois qu'elle était au conservatoire en auditrice libre. Oui, oui, c'est ça. Elle a vraiment fait beaucoup de classiques. Ça se sent quand un musicien fait du classique et qu'il fait ensuite des variétés? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que le classique, c'est vraiment une base indispensable et très précieuse. Moi, je regrette, j'ai très mal travaillé quand j'étais petite. Je voulais pas lire la musique, j'ai pas fait de solfège, etc. Après, je le regrette beaucoup, mais parce que j'ai toujours travaillé d'oreille. Donc, mais j'aurais dû travailler là maintenant, ça, je le regrette. Mais elle a beaucoup travaillé, Barbara. Je crois qu'elle a débuté, je ne sais pas si vous le savez, Marie-Paul Bell, dans Violettes Impériales. Ah non, Si. incroyable. Elle a été choriste mannequin dans Violettes Impériales à Mogador, une opérette de Marcel Merkès. Ah oui, oui, oui. Il y a des images qui existent. Impériales. Ah ben, je ne savais pas du tout qu'elle avait fait de l'opérette. Si, elle a fait aussi différents petits métiers avant de commencer. Vous savez lesquels? Non. Eh ben, elle a été démarcheuse en assurance, manutentionnaire, et elle a même tenu une loge de concierge pour gagner sa vie. Ah bon, mais c'est incroyable. Vous ne saviez pas tout ça? Non, non, mais j'adore parce que vous fouillez partout, vous êtes toujours très, très, très bien renseigné. Et elle a choisi le pseudonyme de Barbara. Vous savez? Non, pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Eh ben, je vais vous dire, à cause de sa grand-mère d'origine russe, qui venait d'Odessa et qui s'appelait Varvara. Ah, c'est joli. comme ça qu'elle est... Alors, l'Écluse, elle a passé une audition à l'Écluse. L'Écluse, c'était un cabaret étonnant. C'était un cabaret de la rive gauche où beaucoup de jeunes talents venaient passer des auditions pour essayer d'être sélectionnés pour passer dans le programme. Et donc, les connaisseurs, les amoureux de la chanson, les découvreurs de talent venaient à l'Écluse. Il y avait 2 cabarets qui étaient très connus à cette époque sur la rive gauche. C'était l'Écluse et l'Échelle de Jacob. Mais c'était pas du tout la même direction. L'échelle de Jacob, c'était un peu plus, j'allais dire, c'était l'entrée vers le show business. Et l'Écluse, c'était quand même plus resserré, peut-être un peu plus intello, quoi. Voilà. Mais en même temps, vous avez été tout de suite admise à l'Écluse, vous. Oui, oui, j'ai eu cette chance-là. Et Barbara, en revanche, n'a pas été admise. Elle a fait une première audition, ce qu'on ne sait pas. Ah, elle non. a été refusée. Ah bon? Et c'est pour ça qu'elle est partie à Bruxelles. Ah, je savais pas du tout ça. Voilà. Ah, c'est... Et je crois qu'à Bruxelles, elle a tenu une friterie pendant quelque temps. Ah oui, ça, je sais pas, mais je sais qu'elle a fait d'autres métiers, oui. Ouais. Elle a ouvert aussi un cabaret, le Cheval Blanc. Ah bon? Eh oui, je suis content de vous apprendre plein de choses. Ben oui, j'adore. Et à l'époque, le répertoire de Barbara, c'était pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Elle chantait les chansons des autres. De Brassens, elle chantait. Et Mouloudji aussi. Ah, ça, je savais pas. Écoutez. Mon pote le gitan, c'est pas un marrant. Et dans notre bistrot, personne ne comprend. Comme tous ces gars-là, il a sa guitare. Une guitare crasseuse qui vous colle le noir. Mon pote le gitan. Ah oui, on ignore oui. qu'elle a totalement chanté. Ah non, je savais pas du tout. Je savais qu'elle avait chanté Brassens et Brel aussi. Bien sûr. Oui. Mais ça, je savais pas, Mouloudji. Et il y a aussi une autre. Elle chantait à l'époque le répertoire de Mayol aussi, vous le saviez? Ah non. Ah aussi, les petits gâteaux, elle Ben chantait. voilà les petits ouais. gâteaux qu'on va écouter. Qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban, en servant tous ses clients, extrême moussé gentiment. Fallait voir comme elle vendait ces 2 petites brioches au lait. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur entra. Cette chanson, c'est une chanson de Mayol. Mayol était une star de la Première Guerre mondiale, qui avait une houppette célèbre, Oui, qui oui. était Michou avant la lettre. Oui. Et pourquoi vous avez mis cette chanson à votre répertoire? Parce que j'aimais bien, j'ai toujours eu un amour pour les chansons anciennes, les petits gâteaux, les amis de monsieur. Je mets toujours 1 ou 2 chansons comme ça du répertoire dans mon tour. Et Barbara chantait ce répertoire à Bruxelles en permanence. Oui. Elle avait une culture incroyable sur ce répertoire. Ah oui, oui, oui. Et c'est par elle d'ailleurs que j'ai connu ces chansons-là. Hein. Donc après, je les ai reprises. J'avais un peu peur parce que, je veux dire, après Barbara, c'est difficile. Mais bon, j'ai essayé de mettre ma note personnelle. Et Barbara à l'Écluse, c'est une légende. C'est un monument des cabarets. Oui, oui, bien sûr. Et
l'Écluse, c'était vraiment le cabaret des amoureux de la chanson, quoi, vraiment. Et elle chantait à minuit, je crois. Oui, on l'appelait. Elle a sorti un disque, une pochette, La chanteuse de minuit, où elle chantait, je dirais, des chansons de Brassens. Je ne sais pas si elle chantait encore déjà le répertoire, mais oui, Brel, Brassens surtout, oui. Voilà. Mais surtout, elle était toute habillée de noir dans ce décor noir. Oui. C'était une volonté de sa part dès le départ. Tout en noir, oui, je sais pas. C'est l'aigle noir. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait l'Écluse, quoi. C'était 60 spectateurs maximum. Oui. Je crois qu'au maximum du maximum, c'était 80. Voilà. Et avec un public qui écoutait. Un public tout à fait respectueux, ou quelquefois, il y avait des étudiants qui venaient pour chahuter quand ça leur plaisait pas. Hein. Oui. Je veux dire, donc c'était vraiment un test. Hein. On avait vraiment le trac. Parce qu'on était vraiment très observés minutieusement par des amoureux du texte, des beaux textes et de la chanson française. Eh bien, écoutez, ça a été le point de départ. Je crois qu'elle est restée 6 ans à l'affiche. Ah oui. Et après, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Et on va évoquer une autre date dans sa carrière, le 24 octobre 1970. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Paul Bell pour parler de Barbara. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie-Paul Bell, pour évoquer Barbara, que vous chantez, ainsi que votre propre répertoire au Théâtre de Passy du 3 au 15 juin à Paris. Et puis donc on a évoqué les débuts de Barbara, mais je ne sais pas si vous le savez, le 24 octobre 1970, pour la première fois, elle est devenue numéro 1 au Hit Parade, devant Johnny et Paul Naref, avec cette chanson que nous avons évoquée. Surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Cette chanson, on n'en a pas compris le sens pendant des années. Oui, elle n'en a pas parlé. Hein. C'était pas une chanson qui fait allusion au viol qu'elle a subi de son père. C'était un sujet très très lourd évidemment, mais on l'a découvert des années plus tard. Oui, et pas par elle d'ailleurs, ça s'est su tout à fait par d'autres réseaux, parce qu'elle ne racontait jamais rien sur elle. Non. Et cette chanson, effectivement, c'était un immense succès. Elle l'a écrit, disait-elle, au réveil, après l'avoir rêvé. Ah bon, ça je ne savais pas. Est-ce qu'elle était traumatisée par ça? Sûrement. Il y a de quoi quand même. Et cette chanson, c'est pas bon. Il y a votre répertoire, mais c'est une chanson importante pour vous. Oui, mais elle est peut-être tellement marquée par Barbara que je la chante pas. Bon, vous me direz, Il pleut sur Nantes, c'est aussi sa propre histoire, et je pourrais ne pas la chanter, mais je sais pas. Peut-être parce qu'elle était peut-être trop populaire ou trop... Je sais pas. En tout cas, L'Aigle Noir, c'est pas la chanson que je préfère de son répertoire. Mais c'est Francis Blanche qui avait une émission à la radio qui se moquait toutes les semaines de l'Aigle Noir sans en connaître le sens. Il avait pris cette chanson en grippe. Ah bon, je ne savais pas du tout. Il racontait n'importe quoi sur elle en inventant une histoire. Et c'est vrai que ça a été un immense succès populaire. Oui, oui. Et puis, je crois qu'il y a quand même un succès qui a été le premier vrai succès de Barbara. Et celui-là, vous l'interprétez sur scène. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne rattrape guère. Pourquoi cette chanson figure-t-elle à votre répertoire? C'est une chanson universelle pour moi. Tout le monde a vécu un moment comme ça, attendre quelqu'un qu'on aime. Et ça parle à tout le monde. Et l'homme qu'elle aimait à l'époque, c'était un Hubert Bellet, qui était, je crois, diplomate à l'époque et qui est devenu auteur de chansons. Oui, c'est ça. Et en fait, elle est allée le rejoindre en Côte d'Ivoire. Et puis, elle a été engagée dans un cabaret, Le Refuge, qui était, ça, je savais pas. Qui était dirigé par un gangster célèbre, Joatia. Ah bon? Oui. Je ne savais pas du tout. Et puis finalement, elle a décidé d'arrêter cette histoire parce que c'était sans suite. Ah oui. Mais
je crois que oui, c'était une vraie passion, quoi. Ah, une vraie passion. Ouais. Alors, en revanche, ce qu'on sait peu, c'est que les premières chansons de Barbara, je ne sais pas si vous le savez, Marie-Paul Bell, quand elle les interprète sur scène, elle n'a jamais dit qu'elle en était l'auteur. Ah non, je savais pas. Elle avait très peur d'être moquée et elle ne citait pas les auteurs. Et c'est plus tard qu'on a su. Voilà. C'est dommage parce que, je veux dire, elle a vraiment une personnalité. Puis la façon dont elle parle de l'amour, c'était nouveau parce que on entendait parler de l'amour par les hommes, par Brel, Brassens. Et elle en parlait pour la première fois d'une façon sensuelle, féminine et différente. Donc, c'est dommage qu'elle ne l'ait pas dit tout de suite. Et d'ailleurs, je crois que Brassens a été important, car Brassens a été le premier à l'engager en première partie à Bobino. Ah, ça, je ne savais pas non plus. Voilà, et il a écrit quelques mots dans le programme en disant qu'il croyait en l'avenir de cette jeune femme. Oui. Et je crois que Barbara ensuite lui a remercié par un album Brassens. Ah oui, oui, oui. Et il y avait Le Père Noël et la Petite Fille, chanson peu connue de Brassens. Ah oui, non, je la connais pas. Voilà, et Barbara l'a chantée. Et puis il y a eu Serge Reggiani qu'elle a engagé. Ah oui. En fait, ce sont, je trouve, des univers proches, des univers qui parlent de l'amour, de tout ce qui tourne autour, et avec des textes bien écrits. Mais je veux dire, on sent pourquoi ils s'aiment, quoi. Et Reggiani, en fait, elle le repère, il est encore comédien. Elle accepte de le prendre dans son récital à condition qu'il apprenne à chanter et à placer son souffle. Elle va lui donner son répétiteur pendant des semaines. Et c'est parce qu'il va bien faire une audition devant elle qu'il va partir en tournée avec elle et démarrer sa carrière de chanteur. Ah bon, je ne savais pas. Elle était très dure, je crois. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Oh bon, ça ne m'étonne pas. Et puis, il y a un grand prix de l'Académie Charles Cros, je ne sais pas si vous le savez, qu'elle reçoit en 65. Et comme elle considère qu'elle n'est pas la seule responsable de son succès, elle déchire le diplôme, elle le partage avec ses collaborateurs. Oh, c'est magnifique. C'est vrai que c'était une femme généreuse, d'après ce qu'on dit. Oui. Oui, j'ai bien connu Charles Marouani, qui était son impresario, et qui me disait qu'elle exagérait tout. Je veux dire, par exemple, je ne sais plus dans quelle ville en Allemagne, elle était en tournée, puis elle était allée dans l'usine des stylos Montblanc et pour s'acheter un stylo, etc. Et puis elle en avait acheté pour toute l'équipe. Quand elle est revenue, elle distribuait plein de stylos Montblanc à tout le monde. Elle était très exagérée, à tel point que Charlet m'avait dit qu'il lui avait confisqué sa carte bleue parce qu'elle dépensait sans compter. C'est fou, hein? Ouais. Et justement, en Allemagne, c'est là aussi qu'une autre chanson est née et est devenue un classique. Ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne. Cette chanson, vous l'interprétez donc, mais pourquoi cette chanson? Pourquoi Göttingen? Qu'est-ce qui vous touche dans ces couplets, Marie-Paul Bell? Oh, tout, la mélodie, le texte, ça parle des enfants, je veux dire, elle est émouvante, voilà. Et cette chanson, elle est née justement à Göttingen. Elle avait débuté dans un théâtre qui s'appelle le Junges Theater de Göttingen. Elle devait donner 2 représentations. Elle est finalement restée 8 jours, tellement ça avait du succès. Ah oui, il y a une histoire de piano aussi, je crois qu'il n'y avait pas de piano, puis c'est les étudiants qui sont allés chercher un piano chez le curé d'à côté et qui ont amené le piano, et oui. Parce qu'elle voulait un piano à queue, il n'y avait qu'un piano droit. C'est ça. Voilà. Et là, elle ne supportait pas de jouer sur un piano droit, il fallait un piano à queue. Ben je comprends. Et c'est vrai que le piano, quand on voit Barbara, le piano, c'est essentiel pour elle, sur scène. Bah, c'est un tout, je veux dire. C'est comme moi je ne pourrais pas jouer sur un clavier électrique, numérique. Il y a une sonorité, il y a un corps avec le piano, c'est physique en plus. On sent complètement les vibrations. Je veux dire, quand on joue sur un piano de concert, on est enveloppé par le son, c'est formidable. Ce qui ne peut pas arriver avec des instruments électriques. Et c'était Gilbert Bécaud qui s'était fait construire un piano bleu et blanc. Et ce piano, il était légèrement décalé pour que le public puisse le voir malgré le piano. Car ça aussi, c'est-à-dire qu'il avait fait couper le pied du bout de la queue du piano pour que le clavier, le piano soit en biais pour qu'on puisse le voir, oui.
Et quand on joue du piano comme ça et qu'on chante en même temps, on ne voit pas le public, on le ressent. Oui, moi, je place le piano complètement parallèle au bord de scène. Donc, j'ai pris au fur et à mesure des années des automatismes. Je me tourne automatiquement toujours sur la droite pour voir le public. Parce que sinon, il nous voit toujours de profil, c'est frustrant. Et Barbara disait, la chanson est une conversation, on peut la faire assise. Oui, complètement. La chanson, c'est une conversation. Je suis assez d'accord avec ça, oui. Mais c'est vrai que vous avez toujours, vous, chanté assis. Au début, j'avais des musiciens, j'ai chanté avec des musiciens, là, j'ai chanté debout dans la période des petits patelins et tout, je sautillais sur scène un peu à droite à gauche. Mais c'est vrai que c'est très sécurisant de chanter avec le piano. On ressent une protection. Et maintenant, je ne pourrais plus du tout chanter autrement. Et d'ailleurs, à cette époque-là, à l'époque où Barbara débutait, il y avait encore les cabarets. Vous avez vécu la fin des cabarets, Marie-Paul Bell? Ah oui, j'ai chanté à l'Écluse et à l'Échelle de Jacob, qui étaient les deux grands cabarets de l'époque où on pouvait se produire et se faire connaître. Et aujourd'hui, il n'y a plus de cabaret, c'est fini. Non, après les cabarets, il y a eu les cafés-théâtres. Oui. Et puis après, ça a disparu aussi. Maintenant, je ne sais pas, il y a des petites scènes, il y a des petits lieux qui sont très connus que je ne connais pas, mais où les jeunes talents vont se produire et essayer de se faire découvrir. Oui, mais on est beaucoup plus remarqué aujourd'hui par une soirée à la télé que par un cabaret. Bien sûr, oui. C'est et alors, il faut dommage. avoir des réseaux, il faut avoir les personnes qui peuvent vous introduire dans ces circuits-là. Oui, mais en même temps, le cabaret, on apprend son métier tous les soirs. Ah oui, on apprend sur le tas, comme on disait, je veux dire, tous les jours. On apprend le rapport à la communication avec la salle, avec le public, parce que tous les soirs, ça change. Et à mon époque, il y avait quelquefois, quand il n'y avait pas de monde, à l'Échelle de Jacob, chez la mère Lebrun, on l'appelait la mère Lebrun, la patronne, Suzy Lebrun, et elle faisait venir des quarts de japonais. Alors c'était assez drôle parce que il y avait un interprète, et quand on chantait par exemple des chansons drôles, le temps que l'interprète traduise, les rires étaient décalés, ils venaient trop tard, donc il y avait des choses amusantes comme ça. Une autre date importante dans votre vie, et on va l'évoquer justement avec Barbara, c'est le 8 février 1978. A tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Paul Bell pour parler de Barbara. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, mon invité Marie-Paul Bell pour évoquer Barbara que vous chantez du 3 au 15 juin au Théâtre de Passy, reprise d'un récital qui a déjà eu beaucoup de succès. Et Barbara, justement, vous l'avez connue, et si je parle de la date de 8 février 1978, Marie-Paul Bell, je crois que c'est à l'Olympia le soir de votre première rencontre. Oui, elle chantait à l'Olympia, et puis moi j'étais accompagnée par Roland Romanelli qui l'accompagnait aussi sur scène, et donc on avait comme ça une admiration mutuelle l'une pour l'autre. Moi j'étais très très émue qu'elle me connaisse. Et donc, je me souviens du jour où, de la première de son Olympia, et j'attendais dans la file d'attente pour aller la féliciter dans sa loge. Et Roland est allé lui dire que j'étais dans la file d'attente, et elle est sortie de la loge, elle a remonté toute la file d'attente pour m'embrasser et dire « Oh, j'adore ce que vous faites !» Et j'étais rouge comme les pancartes de Sud Radio. C'est fou, hein. Vous saviez qu'elle aimait vos chansons? Mais pas du tout. Mais bon, Roland, je savais que Roland lui parlait de moi, mais je ne savais pas qu'elle ferait ce geste-là qui m'a complètement bluffé, quoi. Je veux dire, j'étais très, très émue. Ensuite, vous êtes revue, je crois, parce que c'était quand même une solitaire. C'était quelqu'un, on parlait par téléphone avec elle, elle vous envoyait des mots, mais c'était pas quelqu'un... Elle envoyait des fax beaucoup, oui. À l'époque. Et on s'est retrouvés pour enregistrer une chanson pour une cause humanitaire, la chanson de la vie, qui était une chanson d'Alice Donna. Et alors, on n'était que des femmes, on était, je sais pas, une trentaine à peu près. Et dans tous les genres, il y avait Jane Birkin, Rika Zahara, Barbara. Enfin, et alors, comme j'étais toujours un peu excitée, je veux dire, quand tout le monde faisait la pause et se reposait, elle m'avait appelée Duracell. Comme le petit lapin qui continue à jouer du tambour quand tout le monde s'arrête
parce que j'arrêtais jamais. Et d'ailleurs, c'est les piles aussi, les piles Duracell. Oui, c'est ça. Et c'est les premières piles d'ailleurs qui ont été au mercure, qui ont été commercialisées et inventées par Samuel Hoben, un Américain. Ah, je savais pas. Oui, parce qu'elles pouvaient être utilisées dans des conditions météo difficiles, ce qui à l'époque n'était pas courant. Voilà. Ah, bah dis donc, j'ai encore appris quelque chose. Et cette chanson, justement, la chanson de la vie, c'était, je crois, au profit de l'association de Marie-Claire Noah. Oui, absolument. Les enfants de la Terre, je crois que ça s'appelait. Exactement. Oui. C'était pour aider les jeunes Africains à construire des puits, je crois, aussi en Afrique. Et ce jour-là, Barbara est venue, je crois qu'Alice Donna l'a appelée et qu'elle a dit oui tout de suite. Ah oui, elle était incroyable. Et alors, je me souviens, c'était drôle parce que il y avait des parties où on devait chanter à l'unisson. Et alors, de la cabine, Alice nous dirigeait. Et puis, Barbara, elle faisait toujours des variantes. Elle faisait en levant le bras en l'air. Et Alice lui a dit, mais... Barbara, il faut chanter à l'unisson, il faut chanter comme tout le monde. Elle dit, mais je ne sais pas chanter comme tout le monde. Elle disait. Remarquez, elle a fait beaucoup de choses, elle a même fait des duos, et ça, vous pouvez difficilement reprendre la chanson au Théâtre de Passy, c'est celle-ci. Qui sait demain pour que cette chanson d'amour finisse bien. Bonjour, je suis la dame brune, je t'en marché. Bonjour, je suis la dame brune. Très belle chanson de Moustaki et Barbara. Et après, on l'a surnommée la grande dame brune. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, comment est née cette chanson, je vais vous l'apprendre, c'est qu'en fait, Moustaki était chez elle, en train de regarder la télé, affalé sur un fauteuil. Oui. Et il lui dit, arrête d'être affalé comme ça, fais-moi quelque chose. Et il a écrit la chanson. Ah, c'est tout. Elle l'a engueulé. Ah ben c'est bien, je trouve, ça valait le coup. Et c'est vrai que Barbara avait une force vitale de travail étonnante. Ah, ça, je ne sais pas, mais ça ne m'étonne pas, parce que même la nuit, je le sais par William Scheller, qui a travaillé avec elle, elle le réveillait parce qu'elle avait une idée. Roland Romanelli aussi m'a raconté ça. Il fallait que ça soit immédiat, tout de suite, fallait trouver l'idée sur le point de départ qu'elle donnait. Et vous envoyez quelquefois des fax Oui. Des fax quand je passais quelque part. Elle m'envoyait des fax pour me dire merde, pour me porter chance. Mais en revanche, pas question de se voir... Non, je ne suis jamais allée à Précy. On n'a jamais déjeuné, dîné ensemble, mais on se croisait beaucoup... Et puis, on était au courant de ce que faisaient l'une et l'autre par Roland, qui était comme un messager entre nous. Exactement. Mais cette maison de Précy que j'ai visitée un jour, c'était une maison entièrement noire. Tout était à l'image de sa robe et de son piano. Ah ben dis donc. C'était à côté de Paris, où Yves Duteil était maire à l'époque. Ah et elle vivait là la nuit, principalement. Ah oui. Et c'est comme Gainsbourg aussi, tout était noir chez Gainsbourg. Exactement. Alors, il se trouve qu'elle a défendu beaucoup de causes, et je crois que au moment où le sida est arrivé, elle a vraiment fait et cause pour la lutte contre le sida. Barbara. Oui, elle avait... Yves Duteil m'avait raconté qu'elle avait rempli un camion je sais pas, énorme, que de préservatifs pour distribuer partout, pour que les gens soient protégés du sida. Et moi, je me souviens d'un récital à Mogador qui s'interrompait à un moment, et pendant 20 minutes, elle s'adressait au public et aux jeunes à propos du sida. Ah oui, elle était très engagée, oui. Et puis elle avait une ligne téléphonique qu'elle laissait brancher la nuit, où n'importe qui pouvait l'appeler sur cette ligne-là, si les malades du sida, s'ils avaient besoin de parler. C'est fou, hein. Et vous savez s'il a eu beaucoup de coups de fil, beaucoup d'appels? Ah, je sais pas, mais on m'a raconté que l'existence de cette ligne. Oui, mais elle était toujours prête à défendre les causes. Je crois que quand elle a chanté justement la chanson de la vie, elle a dit il y a au Chili des choses qui se passent aussi très graves. Ah oui. Oui, non, elle était très engagée, elle était au courant de tout, oui. Alors dans votre récital sur Barbara, il y a aussi un autre classique. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, dans ce tour-là, je ne l'ai pas mise, celle-là.
C'est une très belle chanson aussi Oui. de Barbara, que vous avez aussi interprétée. Oui, je l'ai interprétée, puis c'était bien qu'elle soit dans le tour de chant, parce qu'elle n'a pas tellement de chansons légères, elle a beaucoup de chansons nostalgiques, graves, mais donc quand il y a une chanson un peu légère et sautillante, ça fait une bouffée d'air. En même temps, c'est une chanson sur un sujet grave. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette chanson. En fait, elle évoque le pouvoir qu'un président peut exercer pour Sur gracier la quelqu'un. tête, oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Elle s'était inspirée d'une histoire vraie. Il y avait un homme en prison et je crois que sa femme avait tenté de convaincre le président de le gracier avec sa photo. Ah, je ne savais pas ça. Elle était très attachée à l'actualité. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Et en revanche, il y a eu la chanteuse, il y a eu le cinéma, parce qu'elle a fait elle a fait un peu de cinéma. Oui, pas trop quand même. Un petit peu quand même. Il y a eu France. Oui, France avec Jacques Brel, oui. Vous avez vu ce film? Non. Parce que peu de gens l'ont vu, alors que c'était extraordinaire. Oui, non, je ne l'ai pas vu. Et il y avait une complicité, il y avait une fusion. Oui, ils s'aimaient beaucoup. Je pense qu'ils ont eu une grande histoire ensemble. Il lui dit le contraire, il dit que c'était une longue amitié. Ah oui, oui, parce qu'elle elle sous-entend que c'était autre chose. Mais c'est vrai que quand on écoute Barbara et Brel, il y a des points communs dans leur répertoire. Oui, au niveau de la justesse des mots, peut-être aussi des sujets. Beaucoup d'amour, hein, et puis oui, des mélodies qui restent facilement dans la tête, qu'on peut chanter tout de suite. Ça, c'est très important. Et puis, elle a fait effectivement des chansons pour le cinéma. Et la première, c'était un film dans lequel personne ne croyait, qui s'appelait La fiancée du pirate. Ah oui. Nelly Kaplan l'avait réalisé. Bernadette Lafont a démarré sa carrière sur ce film. Et le générique est chanté par Barbara. Je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance des graffes et des Cette chanson, vous la connaissez? Vous n'avez pas mis à votre répertoire? Non, c'est vrai, je la connais, mais je l'ai pas mis, je ne sais pas pourquoi. Le côté balance et le rocking chair qu'elle avait. Oui. Oui, elle est associée avec le rocking chair dans l'image. Elle arrivait très très tôt au théâtre le matin. Le rocking chair était sur la scène et elle a assisté à toute la mise en place des techniciens, tout ça. Elle vivait dans le théâtre, quoi. Complètement. Dès qu'il y avait un spectacle, elle habitait à l'hôtel en face. Ah oui. Et le rocking chair, en fait, c'était quelque chose qu'elle avait installé parce qu'elle avait mal au dos et que le rocking chair la préservait de ce mal au dos. Ah, je savais pas ça. Et c'est vrai que sur scène, elle vivait complètement sa journée au théâtre. Ah oui. Elle arrivait à, je sais pas, à 8h du matin. Hein. Oui. Ah ouais. Et non seulement elle était là, mais elle vivait ça, et même pas question de lui parler pendant qu'elle se préparait. Ah oui, ça. Et puis, il fallait pas toucher son habit de scène et tout ça. C'était sacré. Oui. Tout était très, très minutieusement organisé. C'était sacré. Vous l'avez souvent vue sur scène, Barbara, Marie-Paul Bell? Assez souvent, oui. Et jusqu'au bout, parce qu'à la fin, elle ne pouvait plus chanter. À la fin, j'ai pas voulu aller la voir quand elle chantait au Châtelet, parce qu'elle avait sa voix qui était très abîmée. Je voulais pas être déçue. Je voulais rester avec une image d'elle complètement pure, comme j'avais. La période que j'ai préférée, c'est quand je l'ai découverte à Bobino, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, elle terminait tous ses récitals de la même façon, avec une chanson tellement connue que le public lui envoyait des roses sur scène quand elle interprétait ceci. Plus belle histoire d'amour, ah oui. C'est vous. Mais tant d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait là. C'est une chanson qui touche les cœurs aussi, celle-là. Complètement. Puis quand on est artiste, on ressent tellement fort ce qu'elle raconte parce qu'on l'a vécu. Je veux dire, donc
on a une admiration et comme une sorte de jalousie de dire, oh là là, j'aurais tellement voulu écrire si bien ce qu'elle ressent et ce qu'on ressent tous. Et d'ailleurs, vous avez parlé avec elle quelque temps avant sa disparition? Vous lui envoyez un fax ou vous lui demandez une autorisation, je crois, pour une chanson? Oui, pour lui demander de chanter et elle m'a dit au contraire, ça me ferait tellement plaisir et elle était adorable, quoi, vraiment. Et c'était, je crois, 4-5 jours avant qu'elle nous quitte. C'était un vendredi, elle est morte dans la nuit du dimanche au lundi, oui. C'est fou, on ne s'y attendait pas. Non, elle est morte d'une intoxication alimentaire. C'est fou. Ah oui, c'est incroyable. Parce qu'elle était malade, mais pas au point de disparaître. Non, bien sûr. Elle écrivait ses mémoires, je crois. Ah, ça, je ne sais pas. Elle écrivait ses mémoires qu'elle n'a pas pu achever, qui sont sortis. Oui. Et que son frère, qui était psychiatre, a relu, mais elle aurait dû terminer ce livre. Ah oui, oui. Je sais pas. Je l'ai pas lu, alors donc je peux pas vous en parler. Ouais, moi, je l'ai lu et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses très touchantes, mais on sent qu'il manquait effectivement cette précision qu'elle avait, parce que chaque mot comptait pour elle dans une chanson. Ah oui, bien sûr. Non, elle était très, très précise, très minutieuse, et très travailleuse. Très travailleuse. Et vous aussi. Et on va évoquer justement ce travail à la date du 3 juin 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Paul Bell. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie-Paul Bell. On a beaucoup évoqué le parcours de Barbara depuis le début de cette émission. Et le 3 juin 2025, au Théâtre de Passy à Paris, vous revenez avec ce spectacle Bell et Barbara. Un spectacle qui, à votre grande surprise, est devenu un classique, Marie-Paul Bell. Oui, j'étais étonnée parce que c'est vrai que c'est délicat de chanter des chansons de Barbara après elle. Donc, comme surtout qu'elle a toujours des fans inconditionnels. Quand elle chantait, c'était une messe, quoi. Donc, vraiment, c'était risqué de chanter son répertoire après elle. Mais finalement, j'ai eu de la chance parce que j'ai été adoptée par ses propres fans et qui sont devenus peu à peu les miens. Alors, il se trouve que tout a démarré, je crois, au Théâtre de 10 heures en 97. Oui, c'était un très joli petit théâtre où beaucoup d'humoristes ont démarré et c'était un théâtre où il y avait de l'humour et de la chanson. Des grands noms comme Muriel Robin ont démarré là et puis dans la chanson aussi des chanteuses et des chanteurs qui sont devenus classiques. Mais et le théâtre de 10 heures, c'était dirigé par deux personnes, Jean-Michel Joyaux et Michel Miletti, qui étaient des amoureux fous de la chanson. Et quand on arrivait à passer dans ce théâtre, c'était déjà de monter une marche vers le succès. On commençait à être reconnus, donc c'était très, très important. Et un jour, vous vous êtes dit, tiens, si je faisais un récital sur Barbara en hommage. C'est venu comme ça? Oui, j'avais envie parce que je l'aimais tellement que c'était comme un besoin. Il fallait que je m'exprime de cette façon. Et donc, vous avez commencé, et l'une des chansons que vous avez interprétées et qui sont toujours à votre répertoire, c'est Le Petit Bois de Saint-Amand. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre sans parole, tu me berces amoureusement. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Mais un beau jour, tête folle... Ce petit bois de Saint-Amand, il aurait existé. Ah bon, je savais pas. En fait, il y a certains disent qu'il serait dans le Jura, et il y a la propriétaire d'un château, le château de Bois-Renaud à Busançais, qui dit qu'à l'époque, en 57, Barbara est venue avec l'amant de l'époque, qui s'appelait Jean Poissonnier, et qui avait à côté un petit bois, à Lignières, et que c'est le petit bois de Lignières qui lui a donné l'idée du petit bois de Saint-Amand. Ah, c'est joli. Moi, j'adore parce que, je veux dire, c'est tellement toujours précieux tous ces renseignements que tu donnes. Ce petit bois de Saint-Amand, pourquoi cette chanson, elle vous touche particulièrement? Oui, parce qu'elle est jolie, je trouve. C'est comme une comptine enfantine. Ça reste dans la tête, c'est joyeux, j'aime bien. Et le répertoire de Barbara que vous chantez à vos débuts, quand vous décidez de reprendre son répertoire, ce sont les premières chansons, celles de l'époque de Bobino. Oui, parce que c'est la période que je préfère. C'est où justement se trouvent les plus grandes chansons qu'elle ait écrites et les plus personnelles, je trouve,
avec Le Bel Âge, des chansons comme ça que j'aime C'est vraiment beaucoup. quelque chose de qui vous touche particulièrement. Ah oui, oui, complètement. J'aime moins les chansons comme L'Aigle Noir et ces grandes chansons beaucoup plus populaires qui sont venues ensuite. C'est pour moi vraiment l'essence de la personnalité de Barbara se trouve dans ses premières chansons. Alors il se trouve que ce spectacle a démarré pour quelques semaines au théâtre de 10 heures au départ et que ça a été complet tout de suite. Oui, j'ai eu de la chance, oui. Le bouche à oreille a été fantastique, oui. À tel point que ça s'est développé, ce que vous n'imaginiez pas au départ. Ah non, pas du tout, non, parce que moi, je chantais ces chansons-là comme un hommage. Je veux dire, je ne pensais pas du tout que ce spectacle aurait tant de succès, quoi. Vous êtes passé ensuite, je crois, au Casino de Paris. Oui, c'est vrai, oui, oui. Oui, c'était aussi ça, c'était formidable, parce que c'était pas du tout le même rapport avec la salle. Il y avait un côté plus chaud, quoi. Quand on chante dans une petite salle, il y a un côté plus intime, confidentiel, on parle plus. On enchaîne plus vite les chansons sur une grande scène pour avoir une rythmique du spectacle plus forte, mais c'est bien. Même la gestuelle est différente. Je veux dire, dans une petite salle, on va faire des gestes plus resserrés, et sur une grande scène, on va faire une gestuelle beaucoup plus large. En même temps, il faut choisir le répertoire, parce qu'il ne faut pas que ça ressemble non plus à un récital de Barbara. Ah ben non, oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est les ruptures. J'aime bien passer d'une chanson très grave à une chanson sautillante ou inversement, désarçonner un peu le public, les réveiller un peu. Voilà, mais il faut aussi se dire telle chanson plutôt que telle autre. Ça aussi, c'est presque une longue interrogation. Oui, je sais pas, ça vient automatiquement au fur et à mesure, oui. Et puis il y a une chanson aussi importante dans votre récital Hommage à Barbara, et cette chanson est liée à une histoire. Qu'elle est difficile, cette cantate sans toi, une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts, une petite prière mais sans un signe de croix, quelle offense Dieu le Père, il me le pardonnera. Cette petite cantate, elle a une histoire, Marie-Paul Bell. Oui, parce que c'est une chanson qui parle de Liliane Benelli, qui était sa pianiste et qui était la fiancée de Serge Lama et qui est morte dans l'accident de voiture qu'a eu Serge avec elle, et où il a été très très accidenté. Et c'est à partir de cet accident-là qu'il s'est mis à boiter, le pauvre. Et elle, la pauvre, c'est terrible, elle est morte dans cet accident. Et donc, Barbara a voulu lui rendre hommage avec cette chanson. Oui, mon ami, ô ma douce, ô ma si petite à moi, qu'elle est difficile, cette chanson. Et oui, elle s'adresse à elle, qui est de l'autre côté, qui est partie, oui. Et Lama, en revanche, est restée, fort heureusement, et vous avez créé des liens d'amitié très particuliers avec Serge Lama, Marie-Paul Bell. Oui, c'est comme mon frère, c'est mon grand frère, parce que j'ai eu la chance d'être engagée dans sa tournée en 75 et pendant plusieurs années par Eddie Marouani, qui m'avait remarqué à l'Écluse, justement, au cours d'une émission sur l'Écluse dans laquelle participait Serge. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et on a vécu des choses extraordinaires pendant des années et des années. Vous avez beaucoup ri ensemble. Oui, beaucoup ri, beaucoup partagé de trajets. Je faisais les étapes... conduisait une petite Mini, il venait avec moi dans la Mini, même si c'était pas très confortable, pour qu'on puisse bavarder pendant des heures. Et puis c'est resté, c'est toujours mon grand frère. On s'écrit beaucoup de SMS. Et je sais même que moi, je me souviens des 60 ans de Serge Lama à Bercy, où vous êtes arrivé en invité surprise, Marie-Paul Bell. C'était une surprise pour moi aussi. Il m'avait pas prévenu parce qu'il savait que j'avais tellement trac que j'aurais dit non. Et j'étais dans le public, et Simone Marouani, qui était son impresario, est venue me chercher en me disant « Viens, il veut te dire bonjour dès qu'il sort de scène ». Et alors, on m'a mis derrière le rideau. Quand il est sorti de scène, il m'a dit « Ah, il va m'embrasser et tout ça ». Et puis, il me dit « Bouge pas, bouge pas ». Et il retourne sur scène et il dit « Et maintenant, je vais vous présenter
et mon ami Marie-Paul Bell, et on me pousse et je me retrouve devant 18 000 personnes à Bercy. Waouh, il a fallu que je chante la petite cantate. Justement. Exactement, c'était un bel hommage. Et parmi les chansons du répertoire de Barbara, il en est une aussi que vous interprétez à votre façon. À l'abri du grand soleil, je ne l'avais pas vu venir. Ce gosse, c'était une merveille de le voir sourire. Voilà que timidement le Jésus me parle. Le bel âge. Ah oui, j'adore cette chanson. Je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'elle a un climat formidable. C'est une très belle chanson d'amour, je trouve. Et quand vous avez créé ce spectacle sur Barbara, vous avez veillé à ne pas écouter ces disques, Marie-Paul Bell. Parce que je voulais pas être influencée par son phrasé et même inconsciemment être influencée par son interprétation. Donc je me suis refusée de toute écoute pour essayer de mettre mon intention personnelle. Est-ce qu'on imaginait à l'époque que ces chansons allaient durer et être éternelles? Je ne sais pas, non, peut-être on n'imaginait pas, pas en tout cas d'une façon tellement énorme, quoi. Il y avait beaucoup d'amoureux de chansons de Barbara. Elle était très aimée. Est-ce qu'elle était consciente de ce qu'elle apportait et de ce répertoire? Je pense qu'elle était consciente. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, je lui ai jamais demandé, mais je pense qu'elle devait être consciente quand même. Et puis, il y a cette tournée internationale, car on l'a un peu oublié, Barbara a été une star dans plusieurs pays, et vous avez suivi le mouvement, Marie-Paul Bell. Pardon? Vous avez suivi le mouvement, parce que vous aussi chanté dans plusieurs pays. Dans les pays francophones, surtout, oui, bien sûr. Ça nous a ouvert les portes du Québec, où on était très, très aimés. La Belgique, la Suisse, le Luxembourg, tout ça, oui. Puis il y a aussi le Japon. Ah oui, ça, c'est vrai. Alors ça, c'était très, très... très impressionnant et très drôle, même quelquefois, parce que je me souviens, il y avait un spectacle où il y avait une première partie, et dans cette première partie, il y avait 3 femmes qui chantaient, habillées avec des robes bleues, blanc, rouge, et elles s'appelaient les fées de la chanson. Et elles chantaient du Barbara en japonais. Alors ça nous faisait rire, on était dans les coulisses, c'est pas gentil, mais ça faisait... Et donc on riait beaucoup. Mais vous avez ensuite chanté en français, Barbara? Oui, j'ai chanté en français. Et alors, le public avait des petites fiches où on leur avait traduit les textes. Et donc, ils suivaient sur ce programme. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'on peut... Barbara, célèbre au Japon. Qu'est-ce qui peut les toucher, les Japonais? C'est les paroles, c'est la musique? Les deux, je pense, parce qu'ils adorent les mélodies françaises, la musique française et la sonorité de la langue française qui est très particulière. Et puis, il y a une autre chanson aussi qui est à votre répertoire, c'est Drouot. Comme chaque matin dans la salle des ventes, bourdonnait une foule fiévreuse et impatiente. Ceux qui, pour quelques sous, rachètent. Pourquoi cette chanson, vendre. Marie-Paul Bell, Drouot? Je sais pas, je trouve qu'on voit tellement l'image de cette femme. C'est pathétique. Ça m'avait beaucoup touché, oui. C'est une image réelle. En fait, elle allait fouiner dans les ventes aux enchères et voir les gens qui se séparaient, mais en larmes de leurs objets, ça l'avait beaucoup touché. Oui, je comprends ça. Et d'ailleurs, elle-même, ses souvenirs, son piano ont été vendus aux enchères. Ah oui. Son mobilier, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Non, je n'ai pas suivi, mais je l'ai su, oui. Oui, son piano surtout, c'est incroyable. Des fans qui ont acheté, qui ont acheté ce piano. Oui. Et puis, elle continue à vivre dans nos cœurs et ce spectacle se poursuit. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que vous joueriez aussi longtemps ce spectacle? Ah non, pas du tout, je ne pensais pas du tout. Mais le bouche à oreille est tellement fort, les amoureux des chansons de Barbara sont toujours là, et même il y en a de plus en plus, donc c'est vraiment un cadeau. La jeune génération est là dans la salle. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on pourrait penser que les amoureux des chansons de Barbara ont mon âge, quoi. Oui. Je veux dire, mais cet amour se transmet de génération en génération. Maintenant, il y a 3 générations, des tout jeunes qui m'écrivent et qui
remercie de chanter ces chansons encore. Donc vous allez pour l'instant faire ces 15 jours au Théâtre de Passy, et ensuite vous allez peut-être continuer. Mais si on me le demande, volontiers. En tout cas, pour l'instant, donc c'est du 3 juin au 15 juin, un véritable cadeau, le retour de Marie-Paul Bell dans Barbara, avec à la fois les chansons de Barbara et votre propre répertoire. Oui, je vais chanter des chansons de mon répertoire aussi, parce qu'on me le demande, alors j'ai envie de faire plaisir. Eh ben, en tout cas, vous avez fait plaisir aujourd'hui avec votre présence dans les Clés d'une vie, et je vous en remercie, et continuez ainsi, Marie-Paul Bell. Je vous remercie, Jacques, merci beaucoup. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.